Eh bien, bonjour à tous. Je suis Pauline Bennett et je vais vous parler d'optimisation de structures photoniques. Dans un premier temps, je vais revenir sur les structures photoniques qu'on a l'habitude d'utiliser dans nos technologies avant de les comparer avec les structures photoniques qu'on trouve dans la nature. Donc, la structure photonique peut-être la plus emblématique qu'on trouve dans nos technologies, ça va être le miroir de Bragg, qui permet de réfléchir avec beaucoup d'efficacité une longueur d'onde en particulier. Cette longueur d'onde que j'ai appelée ici lambda 0, qui est la longueur d'onde de travail, elle est réfléchie à cause des épaisseurs des couches. Donc, il faut vous imaginer, je pense qu'il y en a beaucoup qui connaissent le miroir de Bragg parmi vous, mais c'est une structure qui est complètement périodique avec les épaisseurs des couches qui ont une importance d'épaisseur lambda 0 sur 4n, où n représente l'indice de réfraction des matériaux qu'on est en train de considérer. Donc, plus on rajoute des périodes dans la structure, plus on va avoir une bonne réflexion de la longueur d'onde que l'on cherche à réfléchir. Donc, ces structures périodiques, elles sont intéressantes parce qu'on voit qu'elles nous permettent de contrôler un peu la lumière, de faire des choses intéressantes avec. Et on a un peu généralisé le concept avec les cristaux photoniques, qui sont également des structures très périodiques, et également avec des métasurfaces, même si la périodicité est à une autre échelle. Et toutes ces structures, ce sont donc des structures artificielles qui sont obtenues par ce qu'on appelle le problème direct. Donc, avec ce qu'on appelle le problème direct, on a en fait une structure qu'on va façonner à la main et on va pouvoir remonter à sa propriété optique, donc par tâtonnement, par empilement de périodes, on va avoir une propriété optique intéressante. Donc justement, ces structures, elles sont soit périodiques, soit quasi-périodiques dans la plupart des cas. Et ce qui est important, c'est qu'elles sont modulaires. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir décomposer la structure en sous-parties et chaque sous-partie va avoir un rôle très spécifique sur la réponse optique générale de toute la structure. C'est ce qui va nous intéresser. Moi, ce qui m'intéresse dans le cadre de ma thèse, c'est l'optimisation de structures photoniques. Donc, en fait, il s'agit du problème inverse. On va partir d'une propriété optique qui va nous intéresser, ça va être notre objectif, et on va se demander quelle est la structure qu'il faut placer derrière pour avoir cette propriété optique qui nous intéresse. Cette propriété optique, on peut la traduire on peut la transformer en ce qu'on appelle une fonction de coût. Et cette fonction de coût, elle va représenter la différence entre l'objectif qu'on cherche à avoir dans un cas idéal et ce qu'on va obtenir avec une structure photonique donnée. Donc, le but du jeu, ça va être de faire en sorte que cette différence soit la plus petite possible. Donc, ça va être de minimiser la fonction de coût. Et on s'aperçoit quand on fait de l'optimisation de structures photoniques que très souvent, on a du désordre qui apparaît dans nos structures photoniques. Donc, par exemple, l'image que vous voyez ici, c'est la partie centrale que vous voyez ici qui a été optimisée. Et on voit que c'est un certain désordre qui fait qu'on ne comprend pas comment la structure fonctionne. Mais on se demande du coup si on a raison avec le problème direct de faire des structures qui soient complètement régulières, parce que le problème inverse suggère que quand on insère du désordre dans nos structures photoniques, on est capable d'améliorer nos structures. Donc j'en viens maintenant aux structures photoniques qu'on trouve dans la nature. Il se trouve que le miroir de Bragg dont je vous ai parlé tout à l'heure, on le retrouve énormément dans les structures photoniques naturelles, par exemple sur le scarabée que vous voyez ici, qui, avec les reflets verts et des reflets rouges, si on voit ces reflets verts et rouges, c'est parce que la structure interne du scarabée est un miroir de Bragg qui permet, alors à un certain endroit, de réfléchir de la lumière verte et à l'autre de réfléchir de la lumière rouge. On trouve également d'autres structures photoniques dans la nature qui sont régulières mais qui ne sont pas forcément périodiques comme le miroir de Bragg, comme la structure qui est représentée ici, qui est en fait un miroir à gradient d'épaisseur. Donc plus on s'enfonce dans la structure, plus les épaisseurs des couches vont être fines. La particularité de cette structure, c'est qu'elle va réfléchir plusieurs longueurs d'onde, plusieurs longueurs d'onde à des niveaux différents. Donc, le haut de la structure va se comporter un peu comme un miroir de Bragg local qui va réfléchir une longueur d'onde en particulier, mais à un autre endroit, les épaisseurs vont changer, donc on va réfléchir une autre longueur d'onde, etc. Et les interférences entre toutes les ondes issues de cette structure font qu'on va apercevoir la couleur un peu dorée du scarabée que vous voyez en photo ici. Donc, ces structures qui sont naturelles, on voit qu'elles sont soit périodiques, soit régulières, mais que dans tous les cas, elles sont modulaires et qu'on peut comprendre le rôle précis de chaque sous-partie de la structure.
La structure photonique la plus emblématique, c'est probablement celle du papillon morpho que vous pouvez voir ici, qui est un papillon qui réfléchit de la lumière bleue de façon très éclatante. Et sa structure, vous pouvez la voir ici sur cette image, elle est un peu plus compliquée que celle que je vous ai montrée précédemment. C'est plus une structure multicouche avec des couches pleines, mais on voit apparaître un réseau diffractant qui est formé par ces sortes de motifs en forme de sapin de Noël qui se répètent périodiquement horizontalement. Donc, quand on regarde les épaisseurs des branches de ces sapins de Noël, on s'aperçoit qu'en fait, ça correspond aux épaisseurs d'un miroir de Bragg qui permet de réfléchir de la lumière bleue de façon très efficace. Donc, dans cette structure, on a une double périodicité, la périodicité du miroir de Bragg qui permet de réfléchir du bleu et la périodicité du réseau diffractant qui va permettre de réfléchir du bleu uniquement dans les premiers ordres de diffraction, donc les ordres +1 et -1, et qui va annuler toute la réflexion spéculaire qu'on pourrait avoir dans l'ordre 0, du bleu et de toutes les autres longueurs d'onde. Donc, ce qu'on voit, c'est que les structures photoniques qu'on trouve dans la nature, elles sont modulaires et elles sont compréhensibles d'un point de vue physique, alors que les structures photoniques technologiques qu'on optimise, même si elles sont très efficaces, elles ont tendance à apparaître chaotiques et on ne comprend pas vraiment quels sont les mécanismes physiques qui sont à l'œuvre derrière. Donc, la question que je me pose dans le cadre de ma thèse, c'est comment générer par optimisation des structures qui soient modulaires, dont on puisse comprendre le rôle. Donc, j'en viens à la troisième partie de ma présentation, qui concerne la méthode d'optimisation que j'utilise. Des méthodes d'optimisation, il en existe vraiment beaucoup et on peut les différencier essentiellement en deux grandes catégories. On va avoir tout ce qu'on appelle les méthodes locales et tout ce qu'on appelle les méthodes globales. Donc avec les méthodes locales, il faut vous imaginer que ce que j'ai représenté en vert ici, c'est votre fonction de coût que vous cherchez à minimiser. Et avec les méthodes locales, on va utiliser un seul point d'exploration et on va explorer localement l'espace des paramètres qu'on a à notre disposition et on va se retrouver dans un minimum local. Avec les méthodes globales, on utilise plusieurs points d'exploration en simultané et on va essayer de trouver vraiment le minimum global de toute la fonction de coût. Bien sûr, ça a un coût, justement en termes de budget, donc ça nous demande beaucoup plus de temps de calcul pour faire tourner des algorithmes d'optimisation globale que des algorithmes d'optimisation locale. Donc, dans le cadre de ma thèse, je m'intéresse uniquement aux méthodes globales d'optimisation. Et on a, en collaboration avec une équipe de chez Facebook, travaillé sur est-ce qu'il existait un algorithme d'optimisation globale plus efficace que les autres dans les problèmes de photonique qui peuvent nous intéresser. Donc, on a comparé 6 des algorithmes les plus couramment utilisés pour tous les problèmes, que ce soit en physique ou rien à voir avec de la physique, sur nos cas tests à nous de photonique, sur lesquels je reviendrai un petit peu plus tard. Et on s'est aperçu que parmi les algorithmes les plus couramment utilisés, il y en avait un qui marchait mieux que les autres. Et celui-là, c'est DE, Differential Evolution, qui est inspiré de l'évolution biologique d'une population. Donc, globalement, pour expliquer un petit peu comment fonctionne Differential Evolution, il va y avoir plusieurs points d'exploration simultanés et il faut avoir en tête que chaque point représente une structure, donc une solution potentielle au problème que l'on cherche, qu'on cherche à résoudre, et représente également un individu dans une population. Et on va, à partir de cette population initiale, créer des nouveaux individus à partir de différents processus de croisement et de mutation. Et ces nouveaux individus, on va les comparer aux individus dont ils sont issus, parce que ça va être un mélange de caractéristiques de certaines structures déjà présentes dans la population. Et si ces nouvelles structures présentent une fonction de coût inférieure à celle dont elles sont issues, à leurs parents, elles vont remplacer les parents dans la population. Donc petit à petit, de génération en génération, on va avoir une évolution de la population qui va faire qu'on va avoir des individus de plus en plus performants, donc des structures de plus en plus efficaces, et on va avoir une convergence vers une solution optimisée au final. Donc c'est un algorithme qui est assez facile à implémenter, il tient une quinzaine de lignes de code. J'ai rappelé ici les principales étapes et je pourrais revenir dessus si vous avez des questions à la fin de ma présentation. Je vous parlais tout à l'heure de cas tests de photonique sur lesquels on avait testé plusieurs algorithmes d'optimisation. Donc, je vais les détailler un petit peu ici. Dans un premier temps, on s'est demandé on a demandé en fait à nos algorithmes d'optimiser une multicouche capable de réfléchir
une longueur d'onde de façon la plus efficace possible. Donc les résultats sont présentés ici. On a demandé la réflexion de la longueur d'onde 600 nanomètres avec le plus d'efficacité possible. Et les résultats sont intéressants. Alors pour 6 et 12 couches, les deux structures que vous voyez là, on retrouve un miroir de Bragg parfait. Donc la structure qu'on connaissait déjà. Et voilà, on n'a pas réussi à trouver mieux que cette structure-là. Et on s'aperçoit que si on augmente le nombre de couches dans la structure, donc qu'on complexifie le problème, qu'on augmente l'espace des paramètres, on s'aperçoit qu'on tend vers un miroir de Bragg, mais qu'il y a des défauts qui apparaissent dans ce miroir de Bragg. Donc ça veut dire que quand on commence à gérer des problèmes un peu plus complexes, c'est là que le désordre commence à apparaître. Donc, une fois qu'on a eu ce résultat-là, on a complexifié un peu notre objectif, donc notre fonction de coût, qui est représentée ici par les formules en haut. Au lieu de maximiser la réflexion pour une seule longueur d'onde, on s'est demandé comment maximiser la réflexion pour 50 longueurs d'onde, entre 500 et 800 nanomètres, donc c'est ce qui est représenté ici. Et voici les résultats que l'on a obtenus. Donc, on va s'intéresser essentiellement aux deux dernières structures, à 36 couches et à 40 couches, où on voit qu'on a des structures qui ressemblent beaucoup au miroir diélectrique à gradient d'épaisseur dont je vous ai déjà parlé concernant le scarabée doré. C'est vraiment une structure où plus on s'enfonce dans la structure, plus on va avoir des épaisseurs soit fines, soit épaisses. Et voilà, gradient d'épaisseur. On s'est ensuite intéressé au problème du papillon morpho. Donc, on a demandé à notre algorithme d'optimiser une structure photonique capable de réfléchir la longueur d'onde du bleu dans les premiers ordres de diffraction uniquement, tout en minimisant la réflexion spéculaire des autres longueurs d'onde. Et voici la structure qu'on a obtenue. Donc, on obtient un cristal photonique avec une double périodicité. Alors là, il faut savoir que dans l'optimisation, on a imposé la période horizontale du réseau. Par contre, la période verticale du miroir de Bragg, c'est le résultat de l'optimisation. On ne l'a pas demandé à la base, elle est vraiment apparue par processus d'optimisation. Et l'interdigitation, donc l'alternance des blocs, elle est également apparue par optimisation. On ne l'a pas du tout contraint, on ne l'a pas du tout imposé. Donc, cette structure photonique est capable de réfléchir avec beaucoup d'efficacité le bleu dans les premiers ordres de diffraction. On atteint jusqu'à 98% d'efficacité, tout en tuant violemment toute la réflexion spéculaire. Donc, on obtient des coefficients de réflexion de l'ordre de 10 puissance moins 6 pour ce qui est de la réflexion spéculaire. Cette structure photonique est bien plus efficace d'un point de vue optique que celle qu'on retrouve chez le papillon. Donc, on s'est quand même demandé comment ça se faisait que le papillon il avait sa structure à lui. On a rajouté une contrainte dans la fonction de coût, qui n'est pas une contrainte optique, mais qui est une contrainte mécanique. On a minimisé la quantité de matière pour que le papillon ait le plus de facilité à soulever ses ailes pour pouvoir voler. Et voici la structure qu'on a obtenue au final. Et là, on s'approche vraiment de la structure qu'on observe réellement chez le papillon. Donc, c'est une structure qui reste très efficace d'un point de vue optique, même si elle l'est un petit peu moins que la structure que je vous ai montrée en cristal photonique juste avant. Donc, pour résumer un peu tout ce que je viens de dire jusqu'à maintenant, on s'aperçoit qu'il y a un algorithme qui est Differential Evolution, qui est adapté à l'optimisation de structures photoniques, qui permet de générer des structures qui sont modulaires en étant périodiques, et ce qui fait qu'on a une bonne confiance dans les résultats qui sont obtenus avec cet algorithme. Donc maintenant, on va s'intéresser à l'optimisation, à un problème en fait technologique, et on s'est intéressé à l'optimisation d'une couche anti-reflet pour une cellule photovoltaïque. Donc, pour rappeler rapidement le contexte, le principe d'une cellule photovoltaïque, ça va être de convertir l'énergie du soleil, la lumière du soleil, en électricité. Donc, on s'intéresse à des ondes visibles, donc entre 375 et 750 nanomètres, et le but du jeu, ça va être de les faire. Donc, pour faire la conversion de l'énergie du soleil en électricité, on utilise des couches actives en silicium. Le problème du silicium, c'est qu'il va réfléchir beaucoup de cette lumière visible qui nous intéresse. Donc, on a une perte importante d'énergie qu'on va chercher à contrebalancer en plaçant au-dessus du silicium des couches anti-reflets. Donc, la fonction de coût qu'on a utilisée dans ce problème-là, c'est de maximiser le courant de court-circuit dans la couche de silicium, donc vraiment essayer d'absorber un maximum de photons issus du soleil pour les convertir en électricité. Et on s'est intéressé à combien de couches il fallait positionner sur le silicium, quel matériau, etc. il valait mieux utiliser.
Et quand on a fait tourner DE sur ce problème-là, il y a une structure qui est ressortie de façon assez systématique, qui est représentée ici pour un nombre de couches assez variable. Donc ici 6 couches et ici 18, je crois, de mémoire. Et cette structure, elle est assez étonnante parce qu'en fait, c'est un miroir de Bragg. C'est un miroir de Bragg avec des petites adaptations sur les couches externes. Donc, il y a 2 couches au-dessus et 2 couches en dessous de la structure qui sont d'épaisseurs légèrement différentes. Mais l'essentiel de la structure est un miroir de Bragg. Et c'est assez étonnant parce que le miroir de Bragg, nous, on le connaît pour réfléchir de la lumière, des longueurs d'onde avec beaucoup d'efficacité. Et là, il nous est proposé comme solution pour servir d'anti-reflet. Donc, c'est vrai qu'on ne s'y attendait pas vraiment. Et du coup, on s'est intéressé de plus près à cette structure. Donc, dans un premier temps, on a tracé la réflexion de cette structure en fonction de la longueur d'onde, sans la présence des 2 petites couches d'épaisseur un peu étonnantes, d'épaisseur un peu différentes. Et c'est ce que vous avez représenté en bleu ici. Donc, la première chose qu'on constate, c'est que la bande de réflexion, elle est dans le domaine de l'infrarouge et pas dans le domaine du visible, donc pas dans le domaine qui nous intéresse. Et on a une oscillation de l'amplitude de la réflexion assez importante. Par contre, quand on rajoute les 2 petites couches adaptées, au-dessus et en dessous de la structure, on obtient le spectre qui est représenté ici en rouge, où on a toujours la bande de réflexion dans le domaine infrarouge. Par contre, on voit qu'on a beaucoup réduit ces oscillations de réflexion dans le domaine visible, et la structure se comporte donc effectivement bien comme un anti-reflet sur ce domaine-là, dans le domaine qui nous intéresse. Donc, on s'est demandé à quel point cette solution elle est robuste et quelles étaient les conditions d'émergence en fait de cette solution dans notre optimisation. Donc, on a testé plein de cas différents en jouant sur les indices de réfraction. Donc, on les a fixés, on a imposé les matériaux utilisés dans la structure. On a aussi regardé ce qui se passait si on laissait les indices variables. On a essayé des couches pour lesquelles ça allait entre 4 couches jusqu'à 51 couches, en testant des contrastes d'indices des matériaux assez différents, donc des petits contrastes d'indices jusqu'à des grands contrastes, pour voir s'il y avait des situations pour lesquelles l'émergence de cette structure-là était facilitée par rapport à d'autres potentielles solutions. Et pour chacun des cas testés, on a effectué 50 fois l'optimisation d'un seul cas. Alors, pourquoi on fait 50 optimisations? Parce que Differential Evolution, c'est une méthode qui est pas du tout, qui est méta-heuristique. Donc, comme il se base sur une population initiale qui est complètement aléatoire, on veut s'assurer qu'au bout de l'optimisation, on arrive à avoir un résultat qui est assez stable, c'est-à-dire que si on relance je vais m'appuyer sur les graphes pour être plus explicite. Donc là, le graphe que vous avez à gauche, ça représente la fonction de coût en fonction de l'optimisation que je suis en train de regarder. Donc, chaque point bleu est le résultat d'une optimisation complète pour lequel l'algorithme a bien convergé. On trie les résultats en fonction de leur efficacité. Donc, à gauche, on rassemble toutes les solutions les meilleures, celles pour lesquelles la fonction de coût sera la plus basse. Et à droite, on aura les solutions les moins efficaces, donc la fonction de coût les plus élevées. Et ce qui va nous intéresser, c'est de vérifier si on a bien un plateau qui apparaît. Donc là, un résultat comme ça veut dire que si on lance une seule fois l'optimisation, on a de fortes chances d'arriver sur un résultat qui correspond à la meilleure solution qu'on a pu trouver, de se trouver dans ce plateau. Donc ça, c'est un résultat qui a été obtenu pour un problème plutôt facile, où on a optimisé une structure à 8 couches, et on voit qu'on arrive très souvent à retrouver la même solution. Pour comparer, à droite, on a une optimisation qui est peut-être un petit peu plus difficile. On n'avait pas 8 couches, mais 50 cette fois-ci à optimiser. Et on s'aperçoit qu'on n'a plus du tout ce plateau. Et là, la meilleure solution qu'on a obtenue, en fait, on a eu de la chance de l'avoir et on n'est pas à l'abri que si on relance 50 fois l'optimisation, on trouve encore d'autres solutions et peut-être des encore meilleures que celles qui est obtenue ici. Donc, ça nous permet de vérifier un peu à quel point on peut se fier à un résultat qui est obtenu par optimisation. Ce qu'on regarde également, même si je ne l'ai pas montré ici, c'est l'aspect des structures en elles-mêmes. Donc, dans ce cas-là, la structure, elle va être nette, elle va être périodique et elle va être très précise. Quand on a des résultats comme ça, souvent les solutions qui sont proposées, on commence à voir qu'il y a un désordre qui apparaît dans ces solutions. Donc, ça montre bien que c'est un problème qui est devenu difficile pour l'algorithme. Voilà, c'est un problème difficile.
Donc, pour revenir sur la structure qu'on a optimisée pour l'anti-reflet, pour le problème photovoltaïque, on a essayé de comprendre pourquoi est-ce qu'il était efficace, de comprendre vraiment physiquement qu'est-ce qui se passait à l'intérieur de cette structure. Donc, pour ça, on a modélisé la structure par une cavité Fabry-Perot, comme je peux le représenter sur les dessins qui sont représentés ici. Donc, dans ce modèle de Fabry-Perot, on sait qu'on peut avoir accès au coefficient de réflexion de la structure et que ce coefficient de réflexion de la structure va dépendre de plusieurs paramètres. Et ces paramètres sont en fait les coefficients de réflexion et de transmission du mode de bloc qui va se propager à l'intérieur de la structure. Donc, la structure, ça va être un milieu effectif dans lequel un mode de bloc va se propager. Et ce mode de bloc va pouvoir se réfléchir sur les parois de la cavité ou être transmis au milieu externe de la cavité. Donc, c'est ces coefficients qu'on représente dans la formule ici. Et on a cherché à modéliser donc, cette structure complète par un modèle de Fabry-Perot et de retrouver finalement les valeurs de chacun de ces coefficients. Donc, pour ça, ce qu'on a fait, c'est que les seuls coefficients auxquels on avait vraiment accès, c'est les coefficients de réflexion pour lesquels l'épaisseur de la structure correspond à un certain nombre de périodes dans le miroir de Bragg. Donc ça, c'est les points rouges que j'ai représentés ici. Et une fois qu'on a accès à ces valeurs, on a fait un fit pour retrouver la valeur du coefficient de réflexion total pour chaque épaisseur, en fait, pour n'importe quel point. Donc, pour ça, on est passé par une optimisation avec DE, parce que c'est DE que j'avais sous la main, mais j'aurais pu utiliser un autre algorithme pour retrouver le modèle. Et ça nous a permis de retrouver donc, des valeurs pour chacun des coefficients qui sont dans la formule ici. Donc, on a vérifié que ce modèle, il était valable peu importe la structure qu'on regardait et pour chacun des coefficients. Donc ici, vous voyez qu'il y a plusieurs structures qui sont dessinées. Donc, sans rentrer dans les détails, on s'est juste assuré qu'à chaque fois, on avait une cohérence entre chacun des coefficients que je cherchais à retrouver pour vraiment vérifier le modèle. Donc, ça m'a permis de retrouver à chaque fois les paramètres internes de réflexion et de transmission du mode de bloc. Et ça m'a permis d'étudier l'impact des terminaisons du miroir de Bragg, donc en fonction de si les deux couches apparaissent ou non dans la structure, ça m'a permis d'étudier l'impact de ces deux couches sur le coefficient de réflexion du mode de bloc dans la cavité. Donc, par exemple, ce qu'on peut voir à travers le graphe qui est ici, c'est que ce qui est représenté en vert, que vous voyez ici, ça correspond à une structure pour laquelle on n'a pas les terminaisons, donc on a juste le miroir de Bragg, et on voit que le coefficient de réflexion interne du mode de bloc a une certaine valeur. Et quand on rajoute les terminaisons, les deux couches externes, on obtient la courbe qui est en bleu ici. Donc, on voit qu'on diminue fortement ce coefficient de réflexion interne. Donc ça montre qu'il y a un lien entre cette réflexion du mode de bloc à l'intérieur de la cavité et le ripple, donc les oscillations de l'amplitude de réflexion de ma structure totale. Ce que ça montre également, c'est que le miroir de Bragg, il est ici utilisé comme milieu intermédiaire, comme couche tampon entre les milieux qui vont vraiment nous intéresser, donc l'air et le silicium, et il sert en fait d'impédance moyenne, d'adaptation d'impédance, pour être plus précise, entre l'air et le silicium. Et pour faciliter cette adaptation d'impédance, en fait, DE, ce qu'il fait, notre algorithme, c'est qu'il optimise l'épaisseur des deux couches au-dessus et en dessous de la couche pour faciliter l'adaptation d'impédance entre l'air et le milieu effectif, puis entre le milieu effectif et le silicium. Donc, ce qui se passe, c'est que Differential Evolution nous a généré une structure qui est modulaire, dont on peut comprendre le rôle de plusieurs sous-parties différentes. Donc, j'en arrive à la fin de ma présentation. Donc, ce qu'on peut retenir de tout ça, c'est que Differential Evolution est vraiment un algorithme qui est adapté à l'optimisation de structures photoniques et que si l'algorithme en lui-même, il est simple, la méthode derrière, elle est assez exigeante pour trouver des solutions qui sont intéressantes. Mais ça nous permet d'obtenir des structures qui sont modulaires et qu'on peut comprendre. Donc, dans le cas que j'ai présenté ici, ça nous a permis de voir qu'un cristal photonique pouvait être utilisé comme anti-reflet et qu'il servait en fait de buffer, donc de couche tampon, pour faciliter les adaptations d'impédance entre les milieux qui sont considérés. Donc, l'ensemble de ces résultats ont été publiés dans des articles.
On a également la plateforme Nevergrad sur laquelle on travaille avec l'équipe de Facebook. Il y a tout qui est en ligne en libre service, donc c'est vraiment open source. Il y a tous les codes d'optimisation ainsi que tous les résultats qui sont disponibles. Et enfin, on a le dernier numéro de Pour la Science qui a été édité là, en mai 2021, et ben à l'intérieur, il y a un article de vulgarisation qui concerne tous les résultats dont je viens de vous parler. Donc voilà, si vous avez envie d'aller plus loin, vous pouvez vous référer à ces 4 articles ici, mais en attendant, je serai ravie de répondre à vos questions si vous en avez.